Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, vidéo bonus en marchant, vous avez l'habitude. Aujourd'hui je voudrais parler de comment différencier, à mon sens et à mon humble avis, un bon médecin d'un mauvais médecin. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage très proche un ami qui est un médecin exceptionnel. Alors, je ne sais pas s'il est exceptionnel en tant que médecin, en tant que tel. Ça, je n'ai aucune compétence pour me permettre d'en juger. Par contre, je sais juger de l'intelligence. Et de ce point de vue-là, ça fonctionne très bien. Et pour être tout à fait franc, avec le recul, pour en avoir quand même vu un sacré paquet des médecins, que ce soit dans des milieux amicaux, puisque il se trouve que j'ai pas mal d'amis dans le milieu de la santé, de la PHP, ce genre de choses-là. Donc, beaucoup de kinés, de médecins, de psychomotriciens, enfin voilà, de gens qui travaillent dans la santé, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre à mon avis, c'est que les connaissances mortes, sans l'intelligence pour les faire vivre, ne sont au final que pas grand-chose. C'est-à-dire que je préférerais toujours quelqu'un qui a fait 8 ans d'études, mais qui est extrêmement intelligent dans sa manière d'appliquer ce qu'il a appris durant ces 8 années, que quelqu'un qui en a fait 14 et qui les applique avec un conformisme et une rigidité, notamment en termes de niveau de réalité. 3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir, soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Et c'est à mon avis ça le point que je vais mettre en exergue aujourd'hui. C'est la différence entre l'approche rationnelle plafonnée, puisque nous nous l'aurons pas pour réussir à devenir médecin, à avoir un diplôme docteur en médecine. Il faut un minimum d'accès au rationnel, hein. Ça se fait écrémer et sélectionner extrêmement rapidement. Et tant mieux, à mon avis, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en termes de quotient intellectuel, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais on a une espèce de plancher autour de 120 points de QI pour le rôle de médecin. C'est-à-dire que, en gros, vous avez quasiment aucune chance de finir médecine à moins de 120 de QI. Voilà. Donc si vous me regardez et qu'à un moment donné, vous avez, je sais pas, fait médecine jusqu'en 3e, 4e, 5e année, peut-être même vous avez lâché avant, etc. Et ben il y a une chance non nulle que peut-être vous soyez à 116 ou à 117 et que ça n'a pas réussi à fournir suffisamment. Voilà. Ou pas. Alors je vais simplement vous raconter une petite anecdote qui illustre, à mon avis, à la perfection cette différence entre approche rationnelle et transrationnelle de la médecine. Je demandais conseil à mon ami médecin justement pour sortir de la maladie qui m'a laissé un mois au plumard au mois de janvier, et il m'a prescrit un certain nombre d'examens en me précisant et en me disant alors après attention, il y a un risque non nul d'irradiation si tu fais cet examen. Pour l'instant, la littérature scientifique n'a pas mis en évidence qu'il y avait vraiment un problème. Enfin, je te le dis tout de même. C'est-à-dire que cet ami ne m'imposait pas un traitement, il me proposait quelque chose par rapport aux compétences qu'il a et que je n'ai pas et que je sollicitais chez lui, donc ça fonctionne très bien. Mais tout en étant conscient de ce qu'il ne savait pas, ou en tout cas en essayant tout de même d'essayer d'inférer les risques potentiels, même si scientifiquement non avérés, sur la base de ses connaissances générales. Là où le médecin en rationnel plafonné va se contenter de mettre en compétition les différents traitements face à une problématique donnée, et va simplement extraire la meilleure et la donner à son patient, si vous voulez, sans le faire participer réellement à la décision. C'est exactement ce à quoi nous avons été confrontés pendant la crise de la vacherinisation, puisque je n'ai plus le droit d'employer un autre mot que le robot YouTube détecte. C'est-à-dire que nous avions plein de médecins, et puis ensuite c'était repris en chœur par tous les idiots utiles qui disaient il n'y a qu'un seul traitement, enfin il n'y a pas d'alternative. C'est ça la meilleure stratégie, ça n'est pas compliqué, il n'y a qu'à la suivre.
On est vraiment dans du yaka faucon et surtout on est dans des heuristiques. Alors c'est pas grave d'utiliser des heuristiques quand il s'agit de vous, mais quand il s'agit de vos patients, les médecins, ça veut dire que quelque part vous les obligez implicitement à accepter vos heuristiques. En transrationnel, on a compris qu'il y a plusieurs points d'équilibre rationnel dans un système et que cette idée de meilleure solution comme ça, elle est totalement simpliste et en fait elle ne fait pas partie de la rationalité mais d'une idéologisation de la rationalité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Eh bien pour moi, un médecin qui fait bien son travail, il va dire alors, voilà l'heuristique que moi j'aurais tendance à suivre pour telle et telle et telle raison, voilà d'autres heuristiques qui peuvent tout aussi être fonctionnelles. Après c'est à vous de voir le choix que vous faites parmi ces heuristiques. Et après on peut même pousser la conscience professionnelle jusqu'à essayer peut-être de quantifier bayésiennement tel et tel risque, voire même d'utiliser d'autres méthodes de prise de décision. Mais on est alors dans une co-création avec le patient. Autrement dit, on sort du schéma vertical du sachant qui impose son savoir, cher à Jacques Attali, et on arrive vraiment dans un travail où le thérapeute et le patient forment une équipe, vont se concerter et dans lequel il n'y a pas de rapport de pouvoir, il y a simplement un rapport d'instruction qui est différent puisqu'effectivement on reconnaît que le médecin a une compétence d'expertise en médecine. Et c'est précisément pour ça qu'on va le voir. Mais entendez bien que rien hors d'un cas d'urgence ne justifie comme ça l'usage d'un usage vertical de la force, pour reprendre des narrations chères à Marshall Rosenberg. Alors effectivement, vous avez des gens qui ont dit oui, donc justement tu te contredis puisque la vacheриnisation c'est précisément un cas d'urgence. Mais là encore, tout dépend, je vous renvoie à la vidéo CNV 2.0, tout dépend de ce qu'on appelle un cas d'urgence. Et surtout, qui détermine qui est un cas d'urgence? Je représente le dernier rempart qui empêchera ces cochonneries d'aller contaminer la veuve et tous ses orphelins. Ah, c'est vous? Vous tombez pile, j'ai reçu la poupée suédoise à orifice titilleur et tête pompeuse que vous avez commandée. Et c'est pour un ami. Parce que si c'est l'autorité qui détermine à la fois ce qui est un cas d'urgence et ce qui ne l'est pas, et à la fois justement le modus operandi qu'on doit suivre en cas d'urgence, vous comprenez bien qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs. Puisque c'est être jugé parti. Donc, quand je vous parle de situation d'urgence, je parle de vraie situation d'urgence. C'est-à-dire, vous êtes là, la personne elle est en train de crever à vos pieds, littéralement. Je parle pas de fantasmes, de peur, de choses comme ça. Quand on se base sur la peur, en général, on va pas vraiment utiliser son néocortex au mieux de ses capacités. Bref, et c'est comme ça, par cette espèce de paternaliste vertical, ignorant de son hubris rationnel plafonné, qu'on en est venu donc à imposer les masques obligatoires un petit peu partout, comme vous le savez. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété. Et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter, et il me revient donc de le dire, et de faire en sorte que cela soit possible. Ce sont les experts, Alain Duhamel, les scientifiques, les responsables, comme le suggère Édouard Philippe? Non, il y a deux choses. Bon, c'est vrai qu'au départ, les scientifiques, mais qui découvraient le virus aussi. Ils ne découvraient pas les masques. Non, mais si les scientifiques se sont contredits au départ, c'est parce que c'était un virus qu'ils ne connaissaient pas du tout et qu'ils ont fait eux aussi leur apprentissage. Mais je pense que le gouvernement, évidemment, a été influencé par les scientifiques au début, mais que le gouvernement, et en ce qui concerne les tests, et en ce qui concerne les masques, a tellement changé de vérité que c'est la raison foncière pour laquelle aujourd'hui les Français ne les croient plus. Changer de vérité, ça veut dire mentir? Changer de vérité, c'est mentir soit par omission, soit par action. D'accord. Alors par omission sûrement et par action sans doute. Mais dans les deux cas, ça reste un mensonge. Et dans les deux cas, ensuite, on le paie très cher politiquement. Et là, hier, je lisais un papier comme quoi, ça y est, on a les premiers retours sur les adultes. Sur les enfants, on les a déjà depuis longtemps, c'est un désastre, mais enfin, je pense que vous le savez. Et ça y est, les adultes ont perdu littéralement 15% de leur capacité à identifier les émotions d'autrui à force de voir un masque au lieu de voir un faciès d'être humain en face. 15%, 1/6 de nos capacités à percevoir les émotions d'autrui.
ben, je ne sais pas si vous vous rendez compte les conséquences sociétales que ça va avoir. Là où une approche transrationnelle aurait consisté simplement à dire aux populations, bah écoutez, voilà ce qui se passe, si vous portez le masque, voilà les conséquences, et ensuite, si vous ne le portez pas, voilà les conséquences que l'on pense que ça va avoir, et à laisser les gens libres. Quitte à, par exemple dans le métro, faire des rames réservées pour gens qui ont un masque, et des rames réservées aux gens qui n'en ont pas, par exemple. Ça permet au hasard de respecter le choix de chacun. Et puis si les gens qui veulent pas mettre de masque mais qui ont quand même un masque dans la poche parce qu'il y a quand même des endroits où tu peux pas rentrer parce que c'est des propriétés privées, des magasins qui disent ici sans masque tu rentres pas. Mais c'est leur choix, c'est leur magasin, les mecs ils font ce qu'ils veulent. Et ben tu peux toujours mettre un masque exceptionnellement parce que la rame, il y a moins de monde dans la rame avec masque, etc. Donc il est question d'être souple, il est question d'être adaptable et d'être respectueux en même temps. Et vous savez quoi, c'est parfaitement possible. Mais bon, l'époque n'a pas encore compris cela malheureusement. Voilà, donc petite vidéo très très simple pour proposer ce critère. En tout cas, plus ça va, plus c'est sur ce critère moi que je choisis personnellement les praticiens en qui je remets ma santé. Parce que c'est un signe d'intelligence, de recul, d'empathie, de considération du patient, de respect de ce dernier. Et puis c'est aussi présenter son savoir de manière réaliste. C'est-à-dire que, venant des arts martiaux, je ne compte plus le nombre de profs que j'ai vus dire « Bon là, le mec vous attaque, voilà, vous faites ça, bam bam, aucune chance, vous lui lattez la gueule. » Beaucoup moins dire « Bon alors là c'est compliqué, les statistiques montrent qu'on a tant de chances de s'en sortir. Je vais montrer quelque chose qui va peut-être faire passer vos chances de succès de 2% à 3%, on va faire ce qu'on peut, mais on va s'entraîner pour y arriver, etc. » Parce que effectivement, quand on présente les données, les datas de manière honnête, eh ben on n'hypnotise pas autrui et donc on n'obtient pas son entrain, son allégeance d'un point de vue limbique. Et comme la plupart des gens marchent à ça, eh ben, beaucoup de gens suivent une espèce de pente qui consiste à dire puisque les gens sont stupides, on va les traiter de manière stupide. Ouais, sauf que ça, c'est typiquement rationnel plafonné. C'est on essaye de regarder le monde, on ne participe surtout pas au monde, et on le regarde comme un objet de connaissance, et on se dit voilà, les gens sont stupides, donc je m'adresserai de manière stupide. Mais ce faisant, on omet totalement le fait que nous co-créons le monde nous aussi par nos choix. Et là encore, ce sont des principes transrationnels, donc c'est normal que le rationnel plafonné n'y comprenne rien. Voilà. Bon, comme d'habitude, une espèce de constat que le rationnel plaf fait du rationnel plaf, le transrationnel plaf fait du transrationnel plaf, le rationnel ne comprend rien au transrationnel, et le transrationnel attend patiemment que le rationnel comprenne le transrationnel. Rien de nouveau sous le soleil. Les amis, si cette vidéo vous a plu, partage sur les réseaux sociaux, pouce. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous évoque, évidemment, et à faire tourner aux personnes qui en auraient besoin, ou éventuellement aux médecins que vous connaissez. S'ils ont envie de s'exprimer, ce serait avec plaisir que je les lirai. Salut Internet. Ah docteur, j'ai mal à la tête. Ah, vous êtes con, vous m'avez tiré dans le bras. Vous avez toujours mal à la tête? Non.